au quotidien. En plus, on a un nouvel outil dans Silay, enfin, qui est relativement récent, avec des normes, hein, qui évoluent, et qui sont aussi récentes, la DSN événementielle. Et donc on a choisi de vous présenter, ce webinaire sur cette thématique-là, hein, pour vous mettre dans les meilleures dispositions, lorsque vous allez aborder cet événement-là. On est ensemble pendant 1 heure. Donc l'idée, c'est qu'on vous fasse une démonstration, un apport théorique pendant 1 heure et on se laissera 15 minutes pour un question-réponse à la fin. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas, je le répète, hein, je me répète un peu, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans la messagerie, hein, pour qu'il y ait un échange et au fil de l'eau, on regardera les questions et Julie est là également en parallèle, hein, donc pour vous accompagner. Allez, on est parti pour le webinaire FCTU juillet 2023. Alors l'objectif de ce webinaire, hein, l'objectif principal, c'est de savoir gérer la sortie d'un salarié. Cela sous-entend de bien finaliser la dernière paye, de savoir également envoyer le signalement FCTU, de réceptionner l'AER, l'attestation d'emploi rematérialisée, de comprendre aussi, on fera un gros focus sur la DSN événementielle FCTU, le contenu. On verra également comment effectuer un annule et remplace. Et puis en fin de webinaire, on verra les points de vigilance, on verra comment aussi anticiper certaines éventuelles problématiques. Et donc, voilà les objectifs, hein, de ce webinaire. Alors comment ça va se décliner? On sera sur 4 parties. La première partie, on verra comment établir le dernier bulletin de paie et on verra aussi le nouvel outil, hein, donc l'assistant de sortie qui est relativement récent dans Silae et on va vraiment voir les fonctionnalités, comment il fonctionne. Deuxième partie, on va voir ensemble comment envoyer et consulter le retour de l'AER. L'AER, c'est l'attestation d'emploi rematérialisée. Ensuite, comprendre, alors c'est la partie un peu plus technique, comprendre le contenu de la DSN événementielle. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on déclare comme données, comment on les déclare. Et enfin, on regardera comment traiter les cas un peu spécifiques. On aura quelques exemples à vous montrer, les cas un peu plus fréquents, voilà, qui peuvent vous poser des questions. parfait. Donc première partie, établir le dernier bulletin de paye via l'assistant de sortie. Alors on verra donc qu'il y a 3 méthodes pour le déclencher. On fera un focus donc sur cet outil et l'assistant de sortie. Et puis on verra de manière plus précise les congés payés, donc l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité légale de licenciement et au-delà du légal. On verra comment le saisir et comment l'aborder dans Silae, ainsi qu'un focus sur le préavis. Alors 3 méthodes, hein, donc pour déclencher une sortie. Je vais ouvrir Silae. Donc on est sur un dossier bien entendu fictif. La première méthode pour déclencher une sortie, c'est le calcul du bulletin de paye. Donc je vais le calculer, ma bulle passe en orange, et depuis le bulletin, j'accède au module de sortie. Volet de droite, j'ai le module sortie salariée. Première méthode. Deuxième méthode pour déclencher la sortie, clic droit sur le salarié depuis l'état d'avancement, et là on accède également au module sortie salariée. Là on peut l'utiliser, hein, pourquoi pas, pour le faire avant. Pour anticiper un peu une sortie, hein, on peut passer par ce menu-là. Et dernière option, on passe par la fiche salariée directement. J'ouvre une fiche salariée, le sommaire. Ah, alors, a priori, on a un petit problème d'écran. Alors, il y en a qui ne voient pas l'écran, a priori, pour certains seulement. Normalement, il n'y a pas de souci. Je vois que le mien est en vert. Ça devrait fonctionner.
Ouais. Allez, je continue. Donc pour déclencher la sortie depuis la fiche salariée, on se positionne sur la partie emploi. Est-ce que tu as voilà, et ici, on a date de fin d'emploi à compléter jusqu'au motif de la rupture. On sauve et là, ça nous permet également de déclencher la sortie. Donc voici les 3 méthodes. À noter, Tim, que, c'est interconnecté, hein. Tout à fait, c'est ça. Donc en fait, quand vous faites une modification dans votre, assistant de sortie, ça va mettre automatiquement à jour à chaque recalcul du bulletin, la fiche salariée. Donc du coup, s'il y a une, modification à faire, il faut la faire dans l'assistant de sortie plutôt que dans la fiche salariée, puisque c'est l'assistant de sortie qui va de toute façon repasser sur la fiche salariée pour modifier les infos. Tout à fait. Allez, ben, on va justement attaquer ce module de sortie et pour cela, on va le faire sur 3 exemples, sur 3 cas. Une fin de CDD, on fera un focus sur la précarité et l'ICCP. Une rupture d'un commun accord, focus sur indemnité de licenciement et on fera aussi un dernier cas sur un licenciement classique avec le préavis. Donc le premier cas, une fin de CDD. Depuis le bulletin calculé, donc je vais déclencher sa sortie, hein, dans le module sortie du salarié. Alors comment est composé ce module? Tout en haut, vous avez des informations employeurs qui émanent de la fiche société, les informations sur le salarié et de son emploi. Quand on ouvre ce module, on vient ici saisir une date de fin de contrat ainsi qu'un motif de rupture. 30 juin 2023, fin de TDD. On va laisser la date de fin prévisionnelle et ce qui est important aussi, hein, c'est ce dernier jour travaillé à compléter. Tout à fait. La particularité, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller venir saisir depuis ce module les indemnités de congés payés. Elles vont se déclencher automatiquement, ainsi que l'indemnité de précarité. C'est la même chose, ça se déclenche automatiquement. Donc là, je vais faire confirmer et je vais faire refaire le bulletin. Voilà, on a les deux lignes qui apparaissent sur le bulletin. Elles ont été calculées automatiquement. Alors ça sous-entend qu'il faut avoir confirmé une première fois à l'assistant de sortie pour déclencher ces 2 lignes. Donc maintenant ces 2 lignes, elles sont modifiables. Si vous souhaitez, changer le montant, il suffit de double-cliquer sur la base et vous pouvez modifier le montant des 2 lignes. Voilà, donc si vous modifiez ici le montant, ça va automatiquement alimenter, hein, l'assistant de sortie, hein. C'est bien connecté avec le module. Alors pour la précarité, pour vérifier cette, indemnité, hein, vous avez une édition qui est à votre disposition. Alors là, il suffit simplement d'aller sélectionner votre période, hein, sur laquelle vérifier votre indemnité de précarité et pour cela, on clique, touche du clavier Shift, je reclique, je sélectionne ma période en haut, clic droit et j'accède à Autre édition. Et donc là, on a une édition qui s'appelle basse précarité. Alors le but étant de bien sûr de sélectionner comme période, du coup la période de contrat du CDD. Voilà, et on va voir ici le calcul du logiciel, mois par mois, ce qui vous permet vous, si vous ne retrouvez pas le montant, que Silei a calculé, vous allez l'avoir ici mois par mois. Donc c'est plus simple à analyser sur un seul mois, de vérifier, quelle prime est rentrée, quelle prime n'est pas rentrée dans la basse précarité éventuellement. Et du coup, sur l'édition, vous pourrez le comparer avec le brut du mois qui apparaît. Tout à fait. Et si on remarque un écart, hein, on peut tout de suite ici le modifier. Pour les congés, c'est un peu le même système. Le programme le calcule automatiquement. Pour vérifier le calcul, même topo, on a une édition qui est disponible. Donc on se place simplement sur le mois précédent, clic droit, Sur le salarié par contre.
Ah oui, pour sur le le solde de salariat, repos. ouais, sur le salariat directement. On peut aussi le faire depuis le salarié. Ouais, merci. Solde de repos. Et là, il me semble que si on double-clique dessus, Tout à fait. on a le détail du calcul sur la période N-1 et sur la période en cours, avec le solde de la provision et ici le maintien de salaire. Donc le programme va calculer automatiquement, il va faire l'arbitrage, hein, entre le maintien et le dixième, et ça va le gérer automatiquement. Tout à fait. Et on aura juste une spécificité, c'est, pour un salarié qui est à rentrer dans la société et qui n'a pas encore pris de congés payés, dans ce cas-là, le logiciel ne fera pas lui-même automatiquement le calcul, la comparaison entre le maintien et la provision. Dans ce cas-là, il mettra automatiquement la provision. Mais là encore, le montant reste modifiable si vous le souhaitez. Voilà, et là on voit très bien, d'ailleurs vous avez la petite bulle, hein, qui vous, explique le calcul. Bon là, on n'a pas de comparatif, on n'a pas d'arbitrage, rien n'a été pris par le salarié, donc c'est le dixième qui s'applique. Voilà pour ce CDD, pour une fin de CDD. Comment ça se passe? Et vous avez aussi une aide en ligne, hein, sur le calculer l'indemnité de congés payés. Petit clin d'œil au précédent webinaire sur les congés payés qui s'est déroulé le mois dernier, où, cette thématique est abordée de manière plus précise. Cas numéro 2, ici on va vous montrer une rupture conventionnelle. Comment on saisit l'indemnité de rupture conventionnelle, le principe, le système. Eh bien écoutez, c'est parti. Je calcule le bulletin. Timothée, je vais te laisser la main. Tout à fait. Donc on se rend toujours dans l'assistant de sortie pour renseigner nos indemnités. Alors, on va d'abord bien sûr renseigner la date de fin de contrat, le motif. Quand on renseigne ces deux, le motif de rupture, hein, vous allez voir tout de suite que des champs vont se générer automatiquement en fonction du motif de rupture, conformément aux normes DSN. Voilà, donc on voit ici qu'on se retrouve avec la date de notification de la rupture du contrat, qui émane du coup directement du motif qu'on a sélectionné. Donc on a sélectionné le motif 43, rupture conventionnelle. Maintenant, on est censé saisir une date de notification. Donc on va la renseigner. On met le 1er juin. Une date dernier jour travaillé, le 30 juin. Très bien. Maintenant, nous, on s'occupe toujours pas de l'indemnité de congé payé. On n'a pas besoin. On va renseigner maintenant ce qui est très important, on va renseigner le total indemnité. Donc, on va prendre un exemple, on va donner 10 000 €. On va donner une indemnité de rupture conventionnelle de 8 000 € Sur le légal. sur le légal, tout à fait. Et on va confirmer. Le but étant pour nous de verser une indemnité qui est supérieure à ce que prévoit le conventionnel et le légal. Et ainsi, il y aura un dépassement, donc c'est un accord employeur-salarié, de 2 000 € dans notre exemple. Ce qui est important de voir, et c'est une mise à jour qu'on vient de faire cette semaine, on a ici en bas de l'assistant, on a bloqué la saisie des transactions, puisque en fait la transaction, pour que le logiciel le calcule automatiquement, il fait la différence entre le total indemnité et ce qui a été saisi dans les indemnités légales, les 8 000 €. Donc il le fait automatiquement et le logiciel calculera également le régime fiscal et social applicable automatiquement. Si on vient saisir en bas de l'assistant de sortie les montants, le calcul ne sera plus automatique. À ce moment-là, vous forcez le logiciel et le calcul n'est plus automatique. Donc par contre, si vous souhaitez tout de même le faire, vous pouvez cocher, cliquer sur le cadenas pour déverrouiller la saisie et à ce moment-là, vous pourrez saisir quand même manuellement les indemnités. Tout à fait. Donc le principe, hein, pour synthétiser, le principe, c'est qu'on renseigne le total de l'indemnité de rupture conventionnelle et le légal, pour avoir un bon traitement automatique en paye. Alors on va aussi, bien marquer la différenciation dans l'assistant de sortie entre l'indemnité de rupture conventionnelle et la ligne indemnité conventionnelle.
l'indemnité conventionnelle, c'est pas une indemnité de rupture conventionnelle. Ça permet uniquement de spécifier, par exemple, si votre convention, votre CCN prévoit 5 000 € de légal, pardon, votre légal prévoit 5 000 € et la convention, la CCN prévoit 8 000. Dans ce cas-là, il y a 3 000 € qui sont en plus du légal et qui sont prévus par la CCN. Mais pour autant, ça reste dans le légal et le conventionnel et le traitement fiscal et social est le même que ce soit du légal ou du conventionnel. Voilà. Donc il faut bien différencier les 2 manières de saisir. Tout à fait. Alors, vous avez un outil qui vous permet de vous accompagner. Avant cela, rapidement, on a un message qui apparaît automatiquement ici, c'est que l'on doit renseigner dans les éléments variables le revenu brut fiscal N-1. Tout à fait. Donc on parle bien du revenu annuel que vous aurez sur votre bulletin de salaire, le dernier bulletin, le cumul du mois de l'année précédente. Donc c'est important de le renseigner parce que c'est ce brut fiscal va impacter le régime fiscal et social. Donc pour que le logiciel calcule correctement, le régime à appliquer, il faut bien penser à le renseigner. Donc dans notre cas, par exemple, si on renseigne 20 000 €, la base, la limite d'exonération étant de 2 fois la rémunération brute fiscale N-1, ça nous fait 20 000 € fois 2, 40 000 €. Notre indemnité est inférieure aux 40 000 €, puisqu'il n'y a que 10 000 €. Donc dans ce cas-là, tout est non soumis à cotisation non imposable. Voilà, et là, on le voit tout de suite, on voit qu'on a vraiment un traitement automatique par le programme qui va gérer automatiquement le bon régime social et fiscal de l'indemnité. Alors, vous avez un outil aussi qui vous permet de vous accompagner dans le calcul de l'indemnité légale. L'outil, donc, c'est une édition. Donc, je fais un clic droit sur le dernier bulletin calculé, tout en haut. Autre édition, même topo. Et là, vous avez l'édition indemnité de... Fin de contrat, ici, indemnité de fin de contrat. Voilà. Voilà, là, vous avez un calcul qui est opéré par le programme, indemnité légale de licenciement. Après, il appartient à vous, ça reste tout de même votre responsabilité de bien appliquer le légal, de bien confirmer votre calcul. C'est un outil pour vous accompagner là-dessus. Voilà, et à noter qu'il n'y a pas de remplissage automatique de cette indemnité dans l'assistant de sortie sur votre bulletin. Parce que justement, ça reste à votre charge, ça reste votre responsabilité. Nous, c'est un tableau indicatif pour vous aider dans le calcul. Alors, petit gadget, vous avez sur l'état d'avancement, clic droit sur le salarié, à votre disposition un imprimé. Pas la porte. Là, imprimé de rupture conventionnelle. Un imprimé de rupture conventionnelle qui sera déjà pré-rempli à envoyer là direct. Vous voyez, si on clique sur un salarié, ici les données sont déjà complétées. Et voilà, toute fin utile, petit gadget. Donc le principe de la saisie de l'indemnité de rupture conventionnelle, on saisit en premier lieu le total, ensuite la partie légale, et s'il y en a, une partie conventionnelle, pour avoir un bon traitement en paye et pour envoyer les bonnes informations dans la DSN événementielle FCTU. L'assistant de sortie, il est aussi conçu pour alimenter cette DSN événementielle. Et puis ne pas oublier de compléter le revenu fiscal annuel N-1. Oui, donc la période fiscale annuelle N-1, Tim. Voilà, tout simplement, c'est le brut de l'année précédente. Nécessaire au calcul Voilà. pour avoir le bon traitement derrière dans le paye. Cas numéro 3, le licenciement. Donc là, on fera un focus sur le préavis. Là, on verra qu'il y a pas mal de spécificités dessus. On est parti. Allez, calcul du bulletin. On passe sur un licenciement. Focus préavis. Module de sortie. Et là, comme d'habitude, on va compléter les deux champs et le motif de rupture va déclencher derrière certains champs propres à ce motif. Licenciement classique.
Voilà, donc on a nos datas renseignées, date d'engagement de la procédure de licenciement, donc on le voit, c'est une rubrique qui se déclenche ici spécifiquement pour le licenciement. Donc on va la renseigner, on va mettre, 2 mois avant, on va mettre, En avril même, ouais. voilà, le 25 avril par exemple. Mmh. Le lendemain, très bien. Et dans notre cas, on va mettre un préavis non effectué payé du 2 mai au 30 juin. Et dans ce cas-là, il faut bien veiller, et là il faut faire très attention, à mettre votre dernier jour travaillé, étant donné que votre préavis n'est pas effectué, même s'il est payé, il n'est pas effectué, donc le dernier jour travaillé est forcément antérieur au début du préavis. Donc dans ce cas-là, nous, on va mettre le 1er mai. Non, le 1er mai étant férié, on va mettre du coup le 30 30 avril. avril. Voilà, ça c'est important parce qu'effectivement ça peut être bloquant, hein. Tout à fait. C'est contrôlé, au moment de l'envoi, par les membres des ACN et ça peut être un motif de rejet. Alors là, ce qui est spécial, c'est que j'ai saisi pour ce salarié-là, dans l'activité, une absence de préavis non effectué payé et il se génère automatiquement ici. Donc le lien, la passerelle, hein, s'opère, automatiquement. Et en termes de passerelle, on va avoir encore une autre passerelle, puisqu'ici, nous, on va devoir renseigner l'indemnité compensatrice de préavis totale. Et là, il faut bien faire attention, on parle du préavis total des 2 mois, pas uniquement du mois de sortie. Donc là, nous, dans notre cas, on a le mois de mai et le mois de juin. Donc on a des indemnités de préavis sur les 2 mois. On met le total des 2 bulletins, total préavis, dans cette colonne. Bon, pour être sûr, je mets une grosse somme, hein. Oui, tout à fait. Et là, on va avoir un contrôle, c'est là où on parlait de passerelle et également. On va avoir un contrôle, c'est que là, on a mis au hasard, on a mis un montant de 10 000 €, qui sera probablement supérieur à ce qu'on a eu sur les 2 bulletins de mai et de juin. Et le logiciel va contrôler le montant qui avait été déclaré, qui avait été mis sur les bulletins, avec celui qu'on est en train de renseigner ici dans la case préavis. S'il y a un écart, il va générer une ligne supplémentaire de préavis pour déclarer la différence, pour passer la différence sur le bulletin. Donc il considère que l'assistant de sortie est juste, que c'est lui qu'on vient de saisir qui contient la bonne donnée. Bon, ensuite, on va mettre une indemnité légale de licenciement. Toujours la partie légale, hein, très important pour avoir un bon traitement derrière en paye. On va mettre le total indemnité Ah aussi. oui, voilà, grosse erreur de ma part. Je n'ai pas saisi On en va mettre premier 10 000 lieu. €, pareil. Est-ce qu'on met pas un peu de conventionnel? On peut mettre du conventionnel. Alors, 11 000? on peut mettre 11 000 en total. Comme ça, ici, on va partir du principe que le légal prévoit 10 000 € et que la convention, elle, prévoit 11 000. Donc, dans ce cas-là, on passe 1 000 € sur la partie conventionnelle. Donc à vous, Et dans ce cas-là, ouais. on n'a plus d'indemnité suite à un accord employeur-salarié. Ça s'ajuste automatiquement. Donc à vous à bien contrôler, hein, si vous avez des dispositions conventionnelles sur les indemnités de licenciement. Il faudrait bien le rajouter ici et on aura un traitement qui sera identique, hein, au légal, en paye. Allez, on confirme et on regarde le bulletin. Refaire le bulletin. Et là, on retrouve le message dans les éléments variables, hein, pour à nouveau saisir la rémunération brute fiscale de l'année dernière pour avoir le bon calcul en paye. Donc, éléments variables. Alors, je vais mettre une somme. Hop. Pour l'exemple, je ferme, je recalcule le bulletin et le programme calcule automatiquement l'indemnité. Demande s'il n'y a pas une fraude fiscale. Et il y aura le traitement du régime. Ouais. Voilà. Donc là, on a notre traitement sur le bulletin. Notre indemnité est bien générée en bas de bulletin. À noter que le logiciel, si on peut remonter en haut du bulletin, voilà. Le logiciel a créé une ligne indemnité compensatrice de préavis négative dans notre cas, puisqu'on avait mis 10 000 €, mais en fait, on se rend compte que le salarié, il a un salaire à plus de 5 000 €. Donc, comme il y avait 2 mois, il dépasse les 10 000 € sur les 2 mois. Donc, en fait, ce qui veut dire qu'on lui a payé plus de 10 000 € sur les 2 mois d'indemnité compensatrice de préavis. Et étant donné qu'on a saisi dans l'assistant de sortie uniquement 10 000 €, il remet la différence en négatif. Donc, dans ce cas-là, a priori, là, c'est une erreur de saisie de notre part. Donc, on irait modifier l'assistant de sortie et réactualiser notre indemnité de sortie. On peut le faire en direct, hein, c'est parti. On va mettre 11 000, on s'est trompé.
je modifie, je confirme, et là, je peux recalculer mon bulletin. C'est ça. Alors, les deux sont reliés, hein. L'assistant de sortie est bien relié au bulletin de paye, et le bulletin de paye est Ouais. bien relié à l'assistant de sortie. Voilà. Et maintenant, donc, on est dans la situation inverse, c'est qu'on a saisi plus que ce qu'on avait mis en indemnité compensatrice de préavis sur les bulletins. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer le contrôle du logiciel qui est fait. Donc pour le préavis, ça sera vraiment en fonction du motif de rupture, hein, que vous allez pouvoir aborder le préavis. Il y a certaines rubriques dans la norme DSN qui sont attendues, et là, on peut vous proposer ce petit lien. Sur Notre entreprise, hein, vous avez le détail, en fonction du motif de rupture, quel type de préavis est applicable. C'est normé, c'est dans la DSN. Tout à fait, Thibaut. Voilà. Si on prend un exemple pour le motif 20, un licenciement pour autre motif, la norme DSN n'accepte que 3 types de préavis, donc enfin les 3 qui existent, le préavis effectué payé, non effectué payé et non effectué non payé. Si on prend l'exemple d'une fin de contrat, fin de CDD, motif 31, dans ce cas-là, c'est le motif 90, pas de clause de préavis, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de préavis. Donc, un licenciement, on est obligé de mettre un préavis, une fin de CDD, on est obligé de ne pas mettre de préavis. Voilà, donc là, l'assistant de sortie va bien le gérer, il va vous proposer les champs automatiquement. Donc oui, par rapport aux dates de dernier jour travaillé, c'est le jour réellement travaillé. Donc s'il y a une absence, on part avant. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est important. Et pour la date de fin de préavis également, hein, ça ne peut ne pas être obligatoirement supérieur à la date de fin de contrat. Exactement. OK. Voilà pour cette première partie. On a vu un petit peu tous les cas. En tout cas, c'est très bien, hein, continuez à poser vos questions. Julie est là. On fera un petit topo à la fin du webinaire. C'est pour ça qu'on enchaîne. Et donc, on y va. Alors, partie 2, donc, le signalement SCTU, fin de contrat de travail unique. Là, on va un peu voir pour qui il est concerné, à qui, quand, comment on opère dans SILAE et comment on vérifie, comment on consulte l'attestation d'emploi rematérialisée. Alors, là, le signalement SCTU, depuis janvier 2022, c'est la seule modalité déclarative possible pour l'attestation employeur. C'est bien le signalement SCTU en DSN. Alors, on aura quelques cas d'exclusion pour lesquels on ne passera pas par ce mode déclaratif. Voilà, donc on a 3 cas d'exclusion. Ce sont les intermittents du spectacle, pour qui on va générer l'AEM directement via SILAE, un fichier TXT qu'on déposera manuellement sur le site de Pôle emploi spectacle. Pour les énimes, on éditera la version papier depuis SILAE également. Et enfin, pour les salariés expatriés, là, c'est saisie manuelle sur le site de Pôle emploi expatrié. À noter que si on n'est pas dans la possibilité d'établir un signalement FCTU, la seule solution qui nous a été laissée par l'administration est la saisie manuelle sur le site de notre entreprise ou de Pôle emploi. Alors, pour qui on envoie le signalement SCTU? C'est pour tous ces organismes. Donc, Pôle emploi, bien entendu, va le recevoir, la sécurité sociale, les instituts de prévoyance, la mutuelle et les autres organismes complémentaires. Ils auront tous l'information que le salarié sort des effectifs. Notamment pour la mutuelle, hein, pour tout ce qui est aussi, je pense à ça, au niveau portabilité. Ils ont l'information que le salarié sort grâce au signalement FCTU. Quand est-ce qu'on doit signaler notre sortie? Alors là, il y a des délais. Bon, il y a 5 jours, ça c'est plutôt le délai légal, 5 jours après la fin du contrat pour transmettre les documents. Donc ça, c'est un délai raisonnable pour que le salarié puisse faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Et ensuite, on a un délai qui là est issu directement de la norme DSN et qui va être bloquant si on ne le respecte pas au niveau de notre envoi FCTU. L'envoi pourra être rejeté. C'est un délai de 7 jours avant la fin du contrat, ce qui veut dire qu'on ne peut pas anticiper de plus de 7 jours la fin du contrat quand on envoie notre FCTU. Ce sera même bloquant d'ailleurs. C'est bloquant, tout à fait. Alors, comment on envoie le signalement FCTU, la DSN événementielle? Le prérequis, c'est d'avoir le bulletin qui est contrôlé, bulle bleue.
Donc là, je vais faire confirmer en bas pour le passer en bleu. Mon bulletin est contrôlé et là, je peux d'ores et déjà envoyer le signalement FCTU, la DSN événementielle. Alors, non. Oups. Donc, clic droit dessus sur la bulle bleue. Et là, on accède à envoyer l'attestation employeur en EDI pour générer un fichier EDI. Et dès que je vais cliquer dessus, je vais avoir un contrôle automatique qui va s'opérer sur en lien avec les normes DSN. Est-ce qu'elles sont respectées? Est-ce qu'il y a des erreurs bloquantes, hein? Tout à fait. Voilà, donc dans notre cas, c'est normal, c'est une base test, hein, donc les sirènes sont fictifs, voilà. Voilà, donc après, on peut modifier. Si tout est OK, on peut faire nos modifications s'il y a des modifications à faire. Si tout est OK, on peut fermer la fenêtre. Et donc là, on arrive à cet encart. Deux possibilités, soit je fais un envoi EDU directement, soit je sauvegarde le fichier que j'enverrai manuellement. Pour l'envoi EDI, par défaut, c'est coché gestion automatique annuler remplace. On peut laisser cocher pour un éventuel futur annuler remplace. Et là, on pourra envoyer directement le signalement FCTU. On verra après, hein, dans la troisième partie, le contenu de cette DSN événementielle. C'est pour ça que là, je ne vais pas encore le faire. Et donc là, toujours bien penser à respecter ces fameux délais également. Une fois qu'on a envoyé donc la DSN événementielle, on va attendre le retour de Pôle emploi. Voilà, donc là, on a plusieurs endroits, plusieurs menus dans Silae où on va pouvoir consulter notre retour, faire notre suivi. Donc le premier, le plus couramment utilisé, c'est de consulter l'historique du salarié. Oui, dans le dossier, hein, directement, Voilà, on dans le peut. dossier directement, sur le salarié, clic droit sur le nom du salarié et historique. Donc quand on consulte l'historique, alors nous, on ne pourra pas le faire sur une base test parce que nous, on n'a pas fait d'envoi, donc on n'a pas de suivi d'envoi forcément, étant donné on n'a pas de salarié sur nos fichiers test. Mais en cliquant sur historique, du coup, on a le suivi avec des petites bulles vertes si tout est OK, croix rouge s'il y a un rejet. Et on peut consulter également nos retours, donc le suivi, les messages de rejet et les retours. Le deuxième moyen de consulter les retours et d'assurer le suivi, c'est sur l'état d'avancement, dans l'encart de droite, dans le menu suivi des AER. Donc là, même chose, dans le suivi des AER, on aura tous les salariés, on sélectionnera une période pour ne pas afficher et perdre de temps avec toute l'année. Et on aura également le suivi ainsi que le retour. Alors à noter que dans ce menu, on a développé également un imprimé donc, du retour de l'AER avec les signatures, signature employeur, tampon, cachet, tout ça. Donc vous pourrez y accéder si vous souhaitez mettre en place les images, paramétrer les images sur votre retour d'AER. Ensuite, vous pourrez y accéder dans ce menu à l'AER qui contiendra le tampon, la signature, etc. Ouais, c'est le seul endroit, hein, d'ailleurs, où on peut avoir l'AER avec la fameuse signature. Hein. C'est uniquement ici. Dernier endroit pour vérifier vos retours, pour faire votre suivi et récupérer votre AER éventuellement aussi, c'est le menu production, télédéclaration, bulle DNAC. On double-clique sur la bulle DNAC et on voit tous les envois du fichier et on peut consulter le suivi, voir les motifs de rejet et récupérer l'AER. Tout à fait. Après, nous, c'est une base test, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément les mêmes bulles que vous. Voilà, donc voilà pour le signalement FCTU. Comment ça se passe, bien respecter les délais, comment on envoie et comment on réceptionne l'AER. Maintenant, je vous propose que l'on aborde le contenu de la DSN événementielle, comment elle est constituée, comment elle fonctionne, le principe, les normes. On va analyser tout ça et également anticiper et aborder les points de vigilance. Alors, pour consulter déjà la DSN événementielle, le contenu, je retourne sur mon envoi. Avant de l'envoyer, on y a accès. Donc là, c'est le premier contrôle automatique. Je ferme. Et c'est ici, voir les déclarations.
Alors, on peut préciser que cette coche «Voir les déclarations» permet d'ouvrir le fichier pour le consulter, mais également pour le modifier. C'est-à-dire que là, si on regarde sur le menu, de droite, on voit qu'il y a une case pour l'instant qui est grisée, la case «Sauver» pour enregistrer les modifications. Mais si on là, pour l'instant, elle est grisée puisqu'on n'a pas fait de modification. Si on fait une modification, elle deviendra bleue. On pourrait éventuellement la cliquer pour sauvegarder une modification et faire notre envoi immédiatement après. Oui, alors le contenu de cette DSN événementielle, hein, c'est de la reconstitution d'informations qui est effectuée par le programme. Donc vous voyez, hein, ça après c'est du classique. Tout à fait. Alors, la première chose qu'il est important de préciser, c'est que la DSN événementielle FCTU contient les données M et M-1. Donc, ça veut dire qu'une AER qui est censée contenir les 36 derniers mois de salaire, les 36 derniers mois de salaire ne sont pas contenus dans le fichier FCTU qu'on envoie au moment de la sortie. Le fichier FCTU ne contient que le mois de sortie et le mois précédent. Les historiques, eux, seront reconstitués par l'organisme, donc Pôle emploi, via les DSN mensuels qui ont été envoyés précédemment au cours des 36 derniers mois. Oui, donc on analysera tout ça, comment le Pôle emploi arrive à reconstituer les historiques, avec quelles données identifiantes il y parvient. On fera d'ailleurs un focus là-dessus. Tout à fait. Donc, la base du fichier est identique à celui d'une DSN mensuelle, donc on ne va pas balayer tous les blocs un par un. Mmh. On va s'attarder surtout sur les blocs qui sont impactants pour notre sortie salariée. Voilà. Donc, on va avoir les blocs 30 et 40 qui vont avoir un impact sur la reconstitution des historiques. Donc, le bloc 30, c'est le bloc individu, avec les données donc identifiantes de l'individu. Il faut savoir que les données identifiantes pour l'individu sont le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro de sécurité sociale. Ça veut dire que si on fait une modification de ces données-là, il faut qu'en DSN mensuel, il y ait un bloc 31. Le bloc 31, c'est le bloc changement des données individus. Il faut que ce bloc soit déclenché dans votre DSN et indique le changement pour assurer un bon chaînage des historiques entre la période avant changement du nom ou du prénom, par exemple, et après changement du nom ou du prénom. Normalement, c'est géré automatiquement par le logiciel. À partir du moment où on change une donnée sur l'individu, elle est renseignée automatiquement sur un bloc 31 dans la DSN suivante. Voilà, donc juste le petit point de vigilance à avoir dessus, effectivement, c'est si vous apercevez d'une erreur sur le dernier mois. Tout à fait. Si vous en apercevez sur le dernier mois, forcément, ça peut arriver que vous fassiez votre sortie du salarié avant d'avoir fait votre DSN mensuel. Et dans ces cas-là, les historiques ne pourront pas être retrouvés puisque vous avez changé, par exemple, le nom du salarié. Vous venez de le changer, vous faites votre envoi FCTU, sauf que vous n'avez pas encore envoyé votre DSN mensuel puisque ça se fait, par exemple, en début de mois et que vous n'avez pas encore fait la DSN mensuelle. Dans ce cas-là, il sera préconisé de faire votre DSN mensuel avant, puis, une fois que la DSN mensuelle a été validée par les organismes confirmés, vous ferez votre envoi FCTU. Voilà. Donc les données identifiantes pour l'individu, ces données-là permettent donc à Pôle emploi, pour confirmer ce qu'on vient de dire, hein, à reconstituer les historiques. C'est pas la seule, la prochaine, c'est celle-ci, c'est celle sur le contrat. Tout à fait. Donc bloc 40 pour le contrat. Là encore, on a des données identifiantes dans les blocs contrats qui sont importantes, toujours pareil, pour le traçage de l'historique, pour Pôle emploi, pour qu'il retrouve les 36 derniers mois. Donc là, on a la date de début de contrat, le numéro de SIRET et le numéro de contrat DSN. Alors, là, il y a une attention particulière à apporter, notamment dans les cas de transfert, mutation ou changement de SIRET. Il faudra bien vérifier donc, dans vos emplois archivés au moment du transfert s'il y a ou pas un changement de numéro de contrat DSN, s'il y a ou pas un changement de date de début de contrat, et s'il y a changement de SIRET. Donc, si c'est une mutation, il y aura forcément un changement de SIRET déjà. La date de début de contrat, il faut bien penser à la renseigner à chaque fois parce que dans la fiche salariée, on peut renseigner la date de début d'emploi et la date de début de contrat. On va la regarder. On va la regarder de suite. Le problème étant que si la date de début de contrat n'est pas renseignée dans la fiche salariée, c'est automatiquement la date de début d'emploi qui est déclarée comme étant la date de début de contrat. Et si vous faites un changement administratif, un changement d'établissement par exemple ou autre, si vous ne pensez pas à aller rajouter votre date de début de contrat qui était l'ancienne,
c'est la date de début de contrat qui va faire foi et la date de début d'emploi, pardon, et la date de début d'emploi est forcément celle de l'emploi que vous venez de créer avec votre changement. Ouais. Donc c'est une attention particulière à apporter là-dessus. Voilà. Donc ça permet de la date à partir de laquelle, Pôle emploi va reconstituer les historiques de salaire et de période d'absence. C'est bien la date de début de contrat qui peut être, comme l'a dit très justement, Timothée, différente de la date de début d'emploi s'il y a eu un changement de statut, s'il y a eu un changement, une mutation. Voilà. Donc, vigilance sur la date de début de contrat. Tout à fait. Ensuite, concernant le SIRET et le numéro de contrat DSN, s'il y a changement, là, on a un processus qui est préétabli. Donc, on va vous en faire la démonstration tout de suite. On a un menu, dans le menu DSN, gestion des numéros de contrat DSN. Dans ce menu-là, on va pouvoir renseigner l'ancien numéro de contrat, le nouveau numéro de contrat s'il y a lieu, le SIRET d'origine éventuellement, s'il y a eu changement de SIRET, la date du changement de SIRET et la période de déclaration. La période de déclaration, ça sera la période de déclaration dans la DSN dans laquelle on va faire notre déclaratif. Donc, en théorie, ça sera la prochaine DSN que vous réaliserez. Alors, information importante et attention particulière, votre FCTU, tant que vous n'avez pas déclaré votre prochaine, calculé et déclaré votre prochaine DSN mensuelle, votre FCTU vous n'aurez toujours pas les informations qui remonteront, puisque le chaînage pour que le bloc de changement de contrat soit déclaré, il sera déclaré dans votre prochaine DSN mensuelle. C'est qu'après celle-ci que vous pourrez faire votre envoi à FCTU. Et là, vous retrouverez vos historiques. Voilà, donc là, toute la partie en bleu, c'est la partie qu'il faut compléter. Donc, pour le changement de SIRET, on a ces 3 colonnes, et c'est en complétant ces 3 colonnes que va se générer en DSN un bloc de changement, un bloc de régularisation pour que Pôle emploi ait les bonnes informations de ce changement-là. Pour un SIRET, c'est ici. Quand vous changez de logiciel également, même topo, dans le même menu, ici, on va pouvoir importer une DSN antérieure. Et on pourra, comme cela, rattacher les bons numéros de contrat et assurer le maillage du numéro de contrat DSN sur l'ancien et le nouveau logiciel. Alors, pour les numéros de contrat, ils vont être amenés à changer. En général, c'est un automatisme du logiciel souvent, quand on crée un nouvel emploi. Par défaut, le logiciel part du principe qu'un nouvel emploi créé est un nouveau numéro de contrat. Si c'est par exemple des CDD différents et qu'il y a une rupture, enfin que les CDD ne s'enchaînent pas, il n'y a pas forcément lieu de garder l'historique, un même numéro de contrat, par exemple. Donc, et par contre, comme le traitement est par défaut, si vous avez un changement administratif d'un salarié qui passe juste de CDD à CDI, et il risque d'y avoir effectivement un changement de numéro de contrat, mais dans ce cas-là, c'est à vous de déclarer le changement. Voilà. Allez, on y reviendra là-dessus, sur le numéro de contrat DSN. On fera juste un dernier petit focus à la fin. On va continuer. On va regarder le bloc maintenant de la DSN événementielle, donc FCTU, le bloc 51, rémunération. Alors dans ce bloc 51, vous allez avoir tous les éléments de rémunération soumise à l'assurance chômage. Voilà, je suis en train de retrouver ma petite DSN. Donc le bloc 51, rémunération. Ici, ne soyez pas surpris si cette rémunération-là ne correspond pas au salaire brut. C'est vraiment celle qui sera soumise à contribution d'assurance chômage et seront exclues donc toutes les indemnités et primes liées à la sortie du salarié. Voilà. Alors, il y a deux choses importantes à retenir sur la rémunération brute soumise à chômage. La première, c'est qu'on ne part pas forcément du brut, mais de la base assurance chômage, qui est la ligne donc, de cotisation qui est sur le bulletin, qui n'est pas forcément égale au brut puisqu'elle est plafonnée à 4 PSS. Donc, pour un très gros salaire, par exemple, le plafond serait à 4 PSS et la base serait déjà différente du brut. En plus de ça, il va falloir déduire effectivement toutes les primes et indemnités qui sont déclarées dans des blocs 52. Donc là, ça nous amène directement au bloc suivant, le bloc 52. Voilà. Alors, pour le bloc 52, juste avant cela, c'est toujours bon à savoir que lorsque vous pratiquez une activité en décalé, c'est-à-dire que vous avez une mensualité avec
des absences, des heures sup qui sont traitées, qui datent du mois dernier. Eh bien, SILAE, hein, il y a eu des belles rectifications qui ont été faites, des belles mises à jour, et il le gère très bien dans la DSN événementielle par rapport aux périodes de rattachement de la rémunération. Voilà, juste pour Voilà. Ce pour qu'il faut préciser. savoir que c'est le brut qu'on doit déclarer sur le mois, doit correspondre au brut avec les absences, qui Du mois. impactent le mois de référence et pas le mois sur lequel la paye est passée. Tout à fait. Alors voilà, justement, donc le bloc 52. Le principe, c'est qu'on a bien un bloc par prime ou par indemnité. Et on va le voir, hein, tout de suite. Bloc 52. Vous voyez, j'en ai plusieurs, hein, à chaque fois pour une indemnité liée à la fin de contrat, hein, ou une prime. Voilà, donc après là, il y a pas de particularité, spécifique. Vos primes remontent normalement automatiquement. Alors ça peut être les primes liées à l'activité comme les primes et indemnités, liées à la sortie du salarié qui remontent par rapport à ce que vous avez saisi dans l'assistant de sortie. Ouais. Alors, point de vigilance sur ce bloc 52. Sur les primes, justement, liées à l'activité. Il conviendra, pour que cela fonctionne bien, de bien rattacher les primes donc à une période. Alors, comment faire? Lorsque vous mettez une prime de manière ponctuelle sur un bulletin, on va prendre un exemple ici, je mets élément variable, je fais ajouter un libellé. Donc là, je rajoute ponctuellement une prime, hein, au hasard. Danger. J'espère qu'il n'y en aura pas. Je mets 2000 €, je ferme, ça se remet dans le bulletin de paye de manière classique. Et là, il faudra bien effectuer un clic droit, en fait, hein. Donc maintenant, j'effectue un clic droit dessus, et là, je peux bien associer à des périodes en DSN. Alors souvent, pour vous, ce sera sur le dossier, sur les primes qui sont déjà paramétrées. Donc dans ce cas-là, il faudrait dans le P de paramétrage, prime, profil utilisateur. Si vous n'avez pas le même visuel que le mien, c'est paramétrage, prime et encore prime. Et dessus, je prends un exemple, hein, c'est ici, hein, périodicité DSN. On va pouvoir tout simplement rattacher la bonne période. Ça a un impact, hein, sur l'attestation acidique, hein, je pense que vous le savez, hein, on aura bien le détail de cette prime-là avec la bonne période. Et ça pourra potentiellement impacter les droits du salarié. Donc ce module, il est disponible, hein, depuis déjà plusieurs mois. Pour celles et ceux qui ont des dossiers qui sont anciens dans SILAE, ça vaut, je pense, le coup de jeter un petit coup d'œil pour le mettre à jour. Et donc oui, hein, tout ça émane de l'assistant de sortie. Hein, l'assistant de sortie permet vraiment de bien construire cette DSN événementielle. Ensuite, les derniers blocs qui vont impacter notre DSN, notre AER, retourné par Pôle emploi, c'est les blocs 53. Les blocs 53, c'est les blocs d'activité où on va déclarer les temps de travail et les absences. C'est ce qui va nous concerner, nous, sur la DSN FCTU et sur l'AER, l'attestation Pôle emploi rematérialisée. Donc on va avoir, là on voit l'exemple, les temps de travail rémunérés et les temps d'absence. Donc là, dans notre cas, le salarié est absent tout le mois, hein, donc Ouais. il a 22 jours d'absence et 0 jour travaillé. Voilà. OK. Voilà pour cette approche, hein, sur cette DSN événementielle. Voilà, merci à Julie qui répond en direct aux questions. Merci à vous pour votre participation. On fera à la fin, hein, un petit débriefing ensemble, et on mettra en place aussi une FAQ après le webinaire. J'ai vu la question passer, j'en profite. Il sera disponible, hein, donc le diaporama, on va également vous l'envoyer. Allez, j'espère que ça va pour vous. Il nous reste peu de temps, mais on va quand même traiter cette dernière partie. Les spécificités, comment on gère une annulaire en place, les numéros de contrat DSN, on y revient rapidement dessus, les périodes d'absence incohérentes sur l'AER, on l'évoque, les émetteurs et les bulletins post-emploi. Voilà la dernière ligne droite de ce webinaire. On est parti sur l'annule et remplace. Donc, dans quel cas appliquer une annule et remplace? On va déjà juste rapidement vous montrer de manière classique, hein, par voie automatique, comment on opère. Donc l'idée, c'est que là, je me suis aperçu d'une erreur. J'ai déjà envoyé ma ADSN FCTU. Donc là, je vais devoir supprimer
mon bulletin et effectuer mes modifications. Donc je supprime mon bulletin, je le recalcule, j'effectue mes modifications et je le renvoie. Donc finalement, mon préavis, je me suis trompé. C'est pas celui-ci. Pardon, hop. Je vais dans l'assistant de sortie. C'est un peu moins, c'est 10 900 €. Et je fais entrer. Je confirme, je fais ma modification, je refais le bulletin et je réenvoie le signalement FCTU, la DSN événementielle. Je confirme le bulletin. Donc pour rappel, hein, on accède à l'envoi uniquement sur une bulle bleue lorsque le bulletin est contrôlé. Envoyer attestation. Clic droit, envoyer attestation. Et là, le programme pourra le gérer automatiquement. Donc là, le contrôle, c'est OK. Et là, je renvoie donc mon signalement SCTU par voie automatique. Ça se fait automatiquement. Tout à fait. Alors, dans quel cas on va pouvoir faire des annulaires en place? On va être amené à faire des annulaires en place. Les cas les plus courants, bon, je me suis trompé sur ma sortie, sur le mois en cours, hein, je viens de faire la sortie, je me suis trompé, je veux faire une modification. C'est le cas que vient d'évoquer Thibaut. Deuxième cas de figure qu'on peut rencontrer, j'ai un post-emploi à faire plusieurs mois plus tard parce que j'ai une transaction, parce que j'ai un rappel de salaire à faire, un rappel de prime. Dans ce cas-là, il suffira simplement de réaliser le bulletin post-emploi et de refaire l'envoi. Ça sera un envoi qui sera en annulaire en place également. Troisième cas de figure où on peut rencontrer des annulaires en place, c'est si j'ai un souci avec mes historiques, que j'ai fait un premier envoi et que mon AER ne contient pas tous les salaires, a des salaires erronés, a des périodes de travail ou des périodes d'arrêt erronées. Je fais des modifications en DSN mensuel, je fais une DSN mensuelle avec option de régule éventuellement. Une fois que ma DSN mensuelle a été régularisée, dans ce cas-là, je suis amené, là encore, à faire un annulaire en place si les données que j'ai modifiées sont impactantes pour les droits de mon salarié. Dans ce cas-là, je fais également une annulaire en place. Donc maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que dans la manière de saisir l'annulaire en place, on a une coche gestion automatique. Donc, comme son nom l'indique, c'est automatique, le logiciel gère tout seul, détecte si l'envoi a été accepté ou refusé et génère une annulaire en place ou pas. Il y a certains cas de figure où l'annulaire en place, il ne pourra pas être géré automatiquement parce que, par exemple, quand on n'a pas eu le retour d'AER ou le retour de rejet, comme par exemple avec les logos de sablier qu'on a pu rencontrer quelques fois, dans ce cas-là, le logiciel n'ayant pas l'information, il ne sait pas si c'est un annulaire en place ou pas qu'il doit faire. Par défaut, il fait un annulaire en place parce qu'il sait qu'il y a eu un envoi précédemment. Mais dans ce cas-là, vous pouvez rencontrer un message de rejet, comme on le voit à l'écran, déclaration référencée inconnue ou annuler en place ou annule sans normal préalable. Dans ces cas de figure-là, il faudra tout simplement décocher toutes les cases, donc décocher la gestion automatique annulaire en place, ne rien cocher. Et dans ce cas-là, on force le logiciel à envoyer en normal. Voilà, dans ce cas-là, on envoie en normal. Ensuite, on peut avoir d'autres cas de figure aussi où on fait peut-être 4, 5, 6, 7, 8, 10 envois pour un même salarié. Et au bout d'un moment, le logiciel ne sait plus lequel il doit remplacer. Donc, quel numéro d'ordre il doit remplacer. Dans ce cas-là, on vient cocher nous-mêmes annule et remplace intégral. Et on vient renseigner ici l'identifiant de la DSN à annuler ou remplacer. Alors, l'identifiant de la DSN à annuler ou remplacer, pour information, il s'agit de la date d'envoi plus le numéro d'ordre. Alors, le tout attaché, sans slash, sans caractères spéciaux. Et pour retrouver cette date et ce numéro d'ordre, vous pouvez soit ouvrir le dernier fichier qui a été accepté de votre DSN. Dans ce cas-là, vous allez carrément directement chercher la rubrique dans votre DSN. Soit, si vous avez l'AER PDF, vous allez consulter votre AER PDF retourné par Pôle emploi et dans l'entête en haut, vous aurez le numéro d'ordre et la date d'envoi. Voilà, donc sans caractères spéciaux ni quoi que ce soit. Hein, tout à fait, tout attaché. Ouais. Voilà. Superbe. Alors, le numéro de contrat DSN, on l'a vu, on le revoit rapidement. C'est l'une des données identifiantes. Hein. On a vu qu'il y avait celle des individus, nom, prénom, date de naissance, NIR et lieu de naissance.
non pas le lieu de naissance, date de naissance. Et il y a aussi celle du contrat. Donc le SIRET, ce fameux numéro de contrat DSN, notamment, et la date de début de contrat. Pour le numéro de contrat DSN, vous pouvez le consulter hein, dans la modification des emplois archivés, mais ce sera uniquement pour consultation. OK, cette donnée, numéro de contrat DSN, il faudra apporter une attention particulière quand on a un changement de SIRET, bien passer par ce menu gestion des numéros de contrat DSN comme on vous l'a montré. Dans les colonnes bleues, on pourra déclarer dans les DSN mensuels l'information du changement de SIRET et Pôle emploi va savoir cette information-là et va pouvoir continuer à assurer l'historique et le maillage des 36 derniers mois. Tout à fait, et on insiste bien sur le fait que la DSN FCTU, dans ce cas-là, ne pourra être refaite et ne devra être refaite qu'après l'envoi de la DSN mensuelle qui comportera le bloc changement, que ce soit le bloc pour le changement pour le SIRET ou bloc changement pour le numéro de contrat. Les deux sont gérés dans ce menu-là, le menu gestion des numéros de contrat. Ça va générer dans votre prochaine DSN que vous calculerez un bloc de changement et ce n'est qu'après l'envoi et la validation, confirmation de cette DSN que vous pourrez refaire votre envoi FCTU et récupérer votre AER qui normalement contiendra tous les historiques. Oui, absolument. Et autre attention particulière, c'est sur le changement de logiciel. Donc si vous démarrez un dossier sur Silae, je vous invite à aller dans ce menu, donc gestion des numéros de contrat DSN, et aller importer une DSN mensuelle classique, et le programme va pouvoir opérer le maillage du numéro de contrat de l'ancien logiciel sur le nouveau. Et là, tout sera carré au niveau des historiques par Pôle emploi. Il aura bien les bonnes informations. Ensuite, cas assez fréquent où nous, à l'assistance, nous voyons pas mal de questions passer sur ce sujet, c'est les périodes d'absence qui parfois semblent incohérentes sur l'AER. Quand on parle de période d'absence, c'est les arrêts de travail, les paternités, les maternités, les absences toutes simples, éventuellement de l'activité partielle. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir et ce qui est important, c'est le fonctionnement de Pôle emploi sur la détermination de la date de fin d'arrêt. La date de fin d'arrêt est déterminée par Pôle emploi en se basant uniquement sur la date de reprise du travail que l'on déclare. Et cette date de reprise est obligatoirement, et c'est imposé par la norme DSN, est obligatoirement la date de reprise réelle du travail. Et là, c'est très important parce que si une absence maladie, par exemple, est suivie d'une autre absence, ou ne serait-ce que de congé payé ou d'un week-end, Pôle emploi, nous, on va déclarer la date de reprise réelle, donc à la suite des congés, à la suite du week-end. Et Pôle emploi, eux, vont considérer que l'arrêt maladie inclut le congé, inclut le week-end, inclut l'absence qui va suivre. Voilà. C'est le traitement qui est attendu par Pôle emploi. Aujourd'hui, ce n'est pas une anomalie, en tout cas déclarative à notre niveau. Ce n'est pas forcément un traitement qui peut sembler cohérent pour nous tous, mais en tout cas, c'est le traitement de Pôle emploi et c'est le traitement attendu. Voilà, donc il ne s'agit pas d'une anomalie. Donc, voilà. Ça peut aussi, voilà, ne soyez pas surpris, effectivement, s'il y a une date réelle de reprise qui vous semble pas juste, c'est la norme. Tout à fait. Et voilà. ça vous permettra aussi de l'expliquer à vos clients. Alors, si ce message apparaît lorsque vous envoyez la DSN événementielle, au niveau du contact, il conviendra de bien paramétrer, donc, de modifier, de paramétrer le contact émetteur. Alors, pour ce faire, vous avez l'onglet paramétrage de paix. Onglet paramétrage de paix, si jamais il y a des soucis d'émetteur, on se rend dans cet onglet, l'icône déclaration, paramétrage, contact DSN. Et là, on va pouvoir sélectionner 2 types de contacts. Tout à fait. Donc on peut sélectionner le signataire de la société ou la personne suivante. Et la personne suivante, on affectera, par exemple, le collaborateur, c'est ce qui est le plus fréquent, le collaborateur paye qui est en charge du dossier, ou ça peut être l'expert comptable en charge. Enfin, voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. Oui, donc pour le signataire de la société, ça se situe, le programme va piocher les informations dans la fiche société directement. Donc il faudra bien penser également à compléter les champs suivants. Voilà, donc on a le téléphone,
le mail et ensuite le nom, prénom, la qualité du signataire. Ce qui est important, c'est de bien remplir toutes les informations parce que s'il y a que le téléphone sans l'email, ça ne fonctionnera pas, il y aura aucune donnée qui seront transmises et inversement s'il manque le téléphone et l'email est présent. Voilà. Oui. Alors si c'est le collaborateur P, qui est affecté donc, au niveau du contact, il faudra, se rendre pour le vérifier, hein, dans admin collaborateur. Ça, c'est un nouvel onglet qui est très récent et c'est ici qu'on va voir l'information. Donc je me rends sur admin collaborateur et là je sélectionne mon collaborateur et j'ai ici les informations personnelles pour vérifier si tout est bien complété. Alors à noter aussi il y a des cas de figure aussi où, par exemple, vous récupérez le dossier, nouvellement, c'est un nouveau dossier que vous venez de récupérer. Il faut penser à changer bien sûr le collaborateur, à créer le nouveau collaborateur et à ne pas laisser affecter un ancien collaborateur qui n'existerait pas en fait dans votre liste d'admin collaborateurs. Ouais. Et on peut rajouter un petit focus juste, si on peut revenir sur la Ouais. slide précédente, sur l'interprétation du message, parce que vous pouvez le rencontrer dans de diverses situations. Quand vous avez ce type de message en DSN, et qu'on vous dit que 2 rubriques ne peuvent se suivre, la plupart du temps, c'est parce qu'il vous manque justement d'autres rubriques entre ces 2 rubriques. Donc, dans notre cas, nous, c'était un bloc entier qui nous manquait, c'était le bloc 7, le bloc S20G00.07, qui devait se placer entre le 0,5 et le 0,6. Et ce bloc-là, c'est celui des contacts émetteurs. Donc, c'est pour ça qu'on l'a pris dans notre exemple. Voilà. Ça vous permet de pouvoir éventuellement interpréter ce type de message dans d'autres cas de figure. Belle précision, ouais, effectivement. Donc là, vous avez un récap, hein, des captures d'écran pour modifier le contact. Alors ici, juste précision, ça c'est dans l'onglet gestion interne. On sélectionne le dossier et dans affectation, le petit onglet affectation, on a le collaborateur P affecté au dossier. Donc ce sera celui-ci qui sera choisi si on n'a pas spécifié en amont. Hop. Allez, on va terminer sur les bulletins post-emploi, ce webinaire. Comment gérer un bulletin post-emploi? Alors, le cas classique. Je vais ajouter une prime sur un salarié qui est parti, hein. On a une prime annuelle, admettons, et je vais donc devoir lui verser. Alors, on va faire sur l'exemple de Zachary. Voilà, regardons. Peut-être Laura. Ou Laura, allez. Je vais d'abord contrôler son bulletin rapidement, confirmer. Je simule un envoi, hein, attestation employeur. Donc, je vais sauvegarder le fichier, hein, pour le programme va comprendre qu'il est bien envoyé. OK. Faut que je... Maintenant, on va supprimer le bulletin. Après. Pardon, bulletin post-emploi. Bulletin post-emploi, ouais. Donc, on va aller sur sur un clic droit, donc sur une case grisée le mois prochain. Et là, je vais pouvoir accéder au bulletin post-emploi. Alors, rapidement là-dessus, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va rajouter une prime et que au niveau de l'indemnité compensatrice des congés payés, ce n'est pas géré automatiquement. Donc là, il faudra penser à rajouter un élément variable contenant l'indemnité compensatrice des congés payés. Donc, exemple. Peut-être que je vois le... Non, pas nécessairement. Voilà. Donc, exemple, j'ai un bulletin 0, élément variable, je rajoute ma prime. Bon, c'est un exemple fictif, hein, comprenez bien. Tac, tac. Allez, une prime de production versée plus tard. Je valide. « 2000 €. Je refais son bulletin. Et là, dans la prime de production, ça rentre dans la base soumise au congé payé. Et ça ne se fait pas, donc, comme je vous disais, automatiquement. Donc, pensez à utiliser le bon élément variable. On va le faire ensemble tout de suite. Voilà, j'ai bien mes 2000 €, OK. Élément variable, et donc là, c'est le libellé. Voilà, alors c'est le libellé I03. Alors c'est important, il ne faut pas confondre avec le B03. Le B03, ça correspond à des congés payés relatifs à une prise de congés payés sur le mois. Le salarié part en congé, vraiment. Alors que là, on parle pour la I03 d'indemnité compensatrice de congés payés pour les fins de contrat.
Donc, je vais mettre les 10% directement, hein. Vous voyez, donc ça reste manuel. Tout à fait. Je valide. Et là, c'est bon, j'ai bien finalisé son bulletin post-emploi. Voilà. Alors, l'ICCP ne va pas remonter sur l'assistant de sortie, puisque là, elle a été saisie via les éléments variables, mais elle sera bien déclarée correctement dans le fichier FCTU. Donc, à partir de là, on peut faire notre envoi annulaire en place de notre bulletin post-emploi sans souci. Tout est correct. Et on aura une AER correcte. On repasse encore sur le sortie du salarié. On voit que là, l'indemnité de congé payé ne s'est pas mise à jour, mais il n'y a pas de souci. C'est parce qu'on l'a saisi par les éléments variables. Donc, on confirme. On confirme et on peut faire l'envoi après. On peut confirmer tout ça. Je vais faire confirmer directement. Et on va pouvoir effectivement l'envoyer. Et on a réussi à traiter notre post-emploi. Alors, cas particulier sur les post-emploi. Et là, c'est ce qu'on va tout de suite vous montrer. Donc là, il suffit juste de renvoyer. Je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout comme on a un manque de temps. Ce n'est pas nécessaire. C'est classique. Ouais. Alors, les cas particuliers qu'on va pouvoir rencontrer. Alors, tout d'abord, on a une aide en ligne qui traite ces sujets-là. Donc, réaliser un bulletin post-emploi, tout simplement. Si on tape post-emploi dans la barre de recherche de l'aide en ligne, on le trouvera. Donc, le premier cas particulier, c'est le cas où vous souhaitez faire un bulletin post-emploi pour un salarié, alors que sur votre dossier, il est fermé, entre guillemets, vous n'avez plus de salariés présents sur la période actuelle. Actuellement, vous n'avez plus de salariés. Donc, là, on va prendre l'exemple. Vous voyez, salarié, le dossier est fait depuis 2022. On n'a rien, on n'a plus d'activité sur le dossier. On a besoin de faire un bulletin post-emploi pour un des salariés en 2023. Le problème, c'est que le logiciel considère que la période de paye n'est pas, entre guillemets, ouverte, puisqu'il n'y a pas de salariés sur la période. Donc, dans ce cas-là, le procédé est assez simple. Il suffira juste de créer un salarié fictif, un nouveau salarié, avec des données rudimentaires. On ne renseigne presque rien. Donc, on crée ce salarié et on lui met un emploi sur la période actuelle, donc par exemple juillet 2023. Voilà. Le fait de créer ce salarié va nous permettre d'ouvrir la période de paye, de considérer que le logiciel considérera qu'il y a un effectif, il y a du personnel sur le mois de juillet 2023, et à ce moment-là, on pourra faire notre bulletin post-emploi. C'est bon, tu peux fermer. Voilà. Donc maintenant, si on se place sur la période de juillet, on peut faire un clic droit sur un de nos salariés. J'actualise. Voilà. On voit notre salarié fictif qui apparaît. Et sur juillet, on fait un clic droit. On calcule le bulletin du salarié, tout à fait. Calculer d'abord le bulletin fictif, effectivement. Ça ouvre la période. Et là, ça y est. On peut calculer un bulletin post-emploi pour ces salariés-là. Clic droit, ça ouvre la période. Ouais. Et bien sûr, une fois que le bulletin post-emploi est calculé, on vient supprimer le bulletin fictif du salarié. On vient supprimer ensuite dans la fiche salarié, le salarié fictif, puisqu'il n'a pas lieu d'être. Il nous a servi simplement à ouvrir la période de paye, le temps de réaliser le bulletin post-emploi. Voilà. Ouais. Continuer. Bon, je ne vais pas supprimer le bulletin. Il faut d'abord supprimer le bulletin ici. Tout à fait. Puis supprimer la fiche salariée. Voilà. Donc ensuite, deuxième exemple. Deuxième cas particulier, c'est les sorties qui ont été effectuées éventuellement sur un autre logiciel. Et donc, du coup, vous n'avez pas le salarié sur le logiciel Silae, puisque la sortie a été effectuée avant. Et quand vous avez importé vos salariés présents, vous n'aviez pas ce salarié-là. Ce qu'il va falloir faire dans ce cas-là, il va falloir créer tout d'abord le salarié concerné, bien sûr, sur le dossier Silae. Une fois que celui-ci est créé, vous allez passer en mode montage et modifier la date de démarrage pour pouvoir calculer son bulletin de l'époque de sa sortie. Donc, si c'est une sortie en 2022, par exemple, il faudra modifier la date de montage temporairement pour calculer un bulletin post-emploi, son bulletin de sortie en mode montage de 2022. Une fois que c'est fait, on repasse en mode production, on remet la bonne date de démarrage. Et là, on peut faire un clic droit et faire son bulletin post-emploi et l'assistant de sortie, renseigner tout ce dont on a besoin, faire le bulletin post-emploi. Voilà. Donc, vous avez le résumé dans la base de connaissances sur ce lien, réaliser un bulletin post-emploi.
Alors, il est 11h18, on a pas mal débordé. Du coup, on va raccourcir malheureusement notre échange de questions-réponses. Et Julie a été voilà, formidable, nous a bien accompagnés tout au long du webinaire. Alors, juste pour conclure, comme on n'a pas beaucoup de temps, je pensais à une annulation. Ça, on ne l'a pas évoqué. Comment Tout à on fait. annule une sortie? Alors, c'est ça. On a une cinématique à respecter quand on veut faire un annul intégral. Donc, on a fait un envoi FCTU, il a été accepté, sauf qu'en fait, finalement, le salarié ne sort plus. On s'est trompé de salarié ou finalement, il ne sort pas, l'employeur a décidé de le conserver, voilà, peu importe l'exemple. Dans ce cas-là, ce qui est important de faire, c'est de laisser la sortie et de ne pas supprimer d'entrée le bulletin de sortie, supprimer la sortie. Non, on laisse les éléments de sortie et on vient refaire l'envoi FCTU. Et une fois qu'on refait l'envoi FCTU, dans la fenêtre d'envoi, donc on va attendre qu'elle s'ouvre. Alors là, on peut fermer, c'est OK. Et donc, dans la fenêtre d'envoi, on vient décocher la gestion automatique des annulaires en place et on peut cocher, soit on le fait en manuel en cochant annule intégral et on renseigne les données, soit au-dessus en automatique, en gestion automatique, annule intégral. Le plus simple étant la gestion automatique. Normalement, ça fonctionne bien. Oui. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir là-dessus pour annuler, c'est donc de ne pas modifier le bulletin de sortie. C'est ça. Voilà. On ne fait pas en premier, en tout cas. Une fois qu'on a fait notre annule intégral et qu'il a été accepté, là, c'est bon. Les données DSN sont correctes. Maintenant, on peut aller supprimer la sortie, supprimer et remettre le salarié en présent, tout simplement. Donc, pour résumer, on ne modifie pas les éléments de paye. On passe par ce menu annule intégral, on coche, on envoie. Et là, quand c'est accepté, on a la main maintenant pour modifier le bulletin de manière normale en fonction de votre convenance. Donc, c'était dense, c'est un sujet qui était dense. On a essayé de le synthétiser au maximum. Alors, c'est une première sur cette thématique-là. Voilà, donc on a fait le tour. Merci à vous pour votre participation, pour les échanges.